Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'émission Auto Hebdo. On est ravis de vous retrouver. Ça y est, la Formule 1 a repris ses droits. On va évidemment vous débriefer ensemble le Grand Prix d'Australie qui a eu lieu ce week-end. La victoire de George Russell devant son équipier Kimi Antonelli. On parlera bien sûr de plein de sujets tout autour de ce Grand Prix. On fera aussi le retour de nos tops et nos flops. Ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé donc de ce premier Grand Prix de la saison. La question hebdo parlera aussi de Formule 1 bien sûr, et elle vous sera posée tout à l'heure en sachant est-ce que vous avez aimé ou pas ce qu'on vous a proposé comme spectacle, on va dire ce dimanche en Formule 1. Et puis on avait également ce week-end la F2 et la F3 en Australie, l'IndyCar à Phoenix et la NASCAR sur le même circuit également, mais le lendemain. Mathieu Chambenois, Cyprien Juillard sont avec moi aujourd'hui. Comment ça va, messieurs ? Écoute, ça va, je ne saurais pas te dire quelle heure il est ni quel jour on est, mais tout va bien, écoute, malgré tout. C'est assez paradoxal. Au vu des horaires de Mathieu dont on vous a un petit peu parlé la semaine dernière, nous sommes actuellement le mercredi 19h54. Oui, ou même 27h42, hein, oui. Peu importe. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Très content évidemment du retour, blague à part, de la F1 et aussi de la F2 et de la F3 pour ma part. Voilà. Ouais, je suis à peu près dans le même état mental, physique que Mathieu, complètement décalqué, mais on va pas se plaindre, c'est le retour de la F1, on l'attendait depuis 3 mois, donc on s'est régalé, même s'il a fallu se lever tôt, se coucher tard, en tout cas c'est ce qu'on aime, donc pourquoi se plaindre ? Voilà, en tout cas, voilà, vous pouvez nous mettre dans les commentaires, évidemment, ils sont bien gentils de se plaindre, enfin, ils ont regardé un Grand Prix, hein, et on était contents de regarder un Grand Prix, ça faisait quand même quelques mois qu'on n'avait pas eu la Formule 1, on va justement en parler maintenant. George Russell remporte donc le Grand Prix d'Australie de Formule 1 devant Kimi Antonelli. Russell qui devient donc pour la première fois de sa carrière leader du championnat du monde de Formule 1. On a eu les deux Ferrari qui ont terminé 3e et 4e avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton. On l'attendait, messieurs, la domination de Mercedes. On l'avait évoqué déjà un petit peu la semaine dernière. Ça s'est très vu en qualification, avec globalement 8 dixièmes d'avance pour Russell sur le reste du peloton. Maintenant, on peut quand même se dire que en course, ils ont eu un petit peu plus de difficultés, en tout cas en début d'épreuve, Cyprien. Oui et non. Oui, déjà une réponse de Normand, j'aime beaucoup. Déjà une réponse de Normand, ça commence fort. Non, alors en effet, ils ont été très très forts en qualification, surtout George Russell, et Kimi Antonelli aussi, parce que Kimi Antonelli n'avait pas pris part au début de la Q1, il est sorti en toute fin de Q1, rappelons-le, il était sorti de piste en EL3, la voiture détruite, donc le temps que Mercedes la répare, il a profité du drapeau rouge provoqué par Max Verstappen, dont on reparlera aussi plus tard, pour enfin prendre le départ, mais avec une voiture pas réglée, qui lui convenait pas du coup, enfin en tout cas qui n'était pas optimisée, et malgré ça il a fait deuxième assez nettement aussi devant Isack Hadjar qui, comme tu l'as dit, était le premier pilote à peu près 8 dixièmes. En course l'écart était un peu moins grand au départ parce qu'il y a eu un départ exceptionnel surtout des Ferrari, notamment de Charles Leclerc qui prend la tête et Lewis Hamilton qui est tout de suite aussi sur ses talons, donc ça a un peu retardé l'inévitable, c'est-à-dire que les Mercedes ne se sont pas envolés comme on aurait pu s'y attendre, et comme on l'aurait certainement vu avec les voitures de l'an dernier, où il y avait moins de différence au départ, où je pense qu'en effet, si on avait eu les deux McLaren de 2025 en première ligne, elles seraient parties, personne ne les aurait revues, et puis ça aurait été terminé. Là, ce qui a été agréable à voir, ce qui a été très sympa, c'était cette bataille en effet Ferrari-Mercedes, surtout Russell-Leclerc, des dépassements, des dépassements dans tous les sens, dépassements, redépassements, etc. Très très sympa, je pense qu'on se l'est dit avant l'émission, on était tous à fond devant notre télé et c'était sympa pour une première course de rentrée. Maintenant, on a quand même rapidement vu que Mercedes avait un rythme supérieur, après leur arrêt au stand, ils ont déroulé, et même quand Ferrari, qui s'est arrêté pourtant plus tard, avait des pneus plus frais, aucun des deux pilotes a pu revenir. Ils n'ont jamais été dans le rythme, et on sentait que les Mercedes, surtout, en avaient sous le pied. Voilà, donc ils ont fait un seul arrêt. Ils auraient pu en faire un deuxième, ils ont essayé d'en faire un parce qu'ils avaient tellement d'avance et ils étaient tellement en gestion qu'ils ont pu économiser leur gomme. Il y a aussi beaucoup moins de dégradation que les années d'avant avec ces voitures qui ont forcément moins d'appui en virage, donc qui utilisent moins les pneus. Mais du coup, voilà, donc Mercedes, je pense qu'il faut quand même considérer qu'aujourd'hui, ils ont une avance considérable et que là, on n'a pas vu encore l'intégralité de leur potentiel. Je pondérerais quand même en disant que malgré tout, Ferrari, on en reparlera tout à l'heure, a quand même fait deux choix stratégiques, plutôt un choix stratégique, et a subi un choix stratégique un petit peu difficile. Ils se sont pas du tout arrêtés au bon moment, et effectivement ça a coûté très cher et beaucoup de secondes à Lewis Hamilton comme à Charles Leclerc. Et je pense que s'ils avaient pu gérer leur stratégie comme ils l'avaient souhaité, on aurait quand même pu avoir un acte 2, si on peut dire, de cette bataille qu'on a eu en début de course. Après, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement on sent que Mercedes en avait encore sous le pied, et que je pense qu'ils auraient quand même gagné, mais pas avec autant d'écart. Et c'est assez prometteur dans la mesure où, en termes de puissance pure, ils sont très en avance, mais en termes de châssis, d'aéro, et j'allais dire tout le reste, ce qui n'est pas inhérent au moteur et à la puissance brute, j'ai quand même l'impression que Ferrari a peut-être une petite longueur d'avance. Oui, Frédéric Vasseur le disait aussi, hein, ils ont déjà, première voiture de sécurité virtuelle, c'est peut-être là qu'on peut a posteriori dire qu'il y a une erreur, mais déjà a posteriori c'est beaucoup plus facile que dans le feu de l'action. Peut-être qu'il aurait fallu
pardon, arrêté l'une des deux Ferrari. Maintenant, on ne savait pas à ce moment-là que 12 tours plus tard, il y allait encore avoir une voiture de sécurité virtuelle, et qu'en plus, Ferrari allait être totalement malchanceuse, puisqu'on rappelle, donc Bottas immobilise sa voiture à l'entrée des stands. Les Ferrari sont déjà passés devant cette entrée des stands quand la voiture de sécurité virtuelle est appelée. Donc les autres pilotes, Verstappen et tous les autres pilotes derrière, peuvent eux s'arrêter. Et au moment où Ferrari revient, eh ben, ils sont en train de pousser la voiture de Bottas, donc ils ferment l'entrée des stands. Donc ils ont quand même été pris aussi par un petit coup de malchance sur ce coup-là qui ne les a pas aidés. Après, voilà, ils ont été assez compétitifs aussi chez Ferrari. C'est quand même de bon augure après une saison 2025 où voilà, ça n'a pas non plus été à hauteur des espérances. Ouais, et puis je vais revenir juste sur la stratégie. Du coup, j'ai eu Frédéric Vasseur en interview après la course, et Frédéric Vasseur explique que si Ferrari s'était arrêté sous la voiture de sécurité, ça aurait rien changé parce qu'en fait, ils n'avaient pas la capacité de tenir les pneus sur un seul relais. Ils auraient été obligés de se réarrêter après. Oui. Et du coup, soit Mercedes faisait un arrêt comme ils ont fait et ils allaient au bout et ils gagnaient, soit Mercedes suivait la stratégie, refaisait un deuxième arrêt, ils gagnaient quand même. Et dans tous les cas, même si on s'était arrêté, on n'avait pas le rythme pour les suivre. D'ailleurs, ça s'est assez vu en course, puisque je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ils se sont arrêtés plus tard, et même avec des pneus plus frais et l'air libre devant, puisqu'ils étaient à 15 secondes des Mercedes, ils n'ont pas pu revenir, ni Leclerc ni Hamilton. Donc, oui, ça c'était le plus gros problème, parce qu'effectivement, au moment où la première voiture de sécurité virtuelle arrive, peut-être que si tu en arrêtes un des deux, tu forces Mercedes à plus taper dans tes pneus parce qu'ils seraient retrouvés en bagarre, donc peut-être que là, ça pouvait changer les stratégies, mais de toute façon, comme en pneu dur, la Ferrari avait l'air un tout petit peu en dessous, ce qui serait sûrement passé, c'est qu'au restart, Russell aurait pris 2-3 secondes d'avance, qui lui aurait permis d'avoir une avance précise, de pouvoir économiser, et donc peut-être de ne faire qu'un seul arrêt tout de même. Donc j'ai la sensation, moi, je pense que vous serez d'accord, que les deux équipes ont quand même plutôt bien maximisé ce qu'elles pouvaient faire, et qu'elles étaient un cran au-dessus. On parlait la semaine dernière d'une lutte à 4, on avait vraiment une lutte à 2 par contre. En fait, si on avait vraiment deux équipes qui étaient au même niveau ou presque, peut-être que la stratégie de Ferrari aurait pesé, en effet. Là, en l'occurrence, je pense que ça n'a pas pesé parce qu'il y avait beaucoup d'écart, mais par contre, ce qui est en effet notable, tu l'as dit, c'est qu'il y a un écart encore plus conséquent entre Ferrari et McLaren et Red Bull qu'entre Ferrari et Mercedes. Il y a quand même 35 secondes à l'arrivée entre Lewis Hamilton 4e et Lando Norris 5e. C'est énorme. Voilà. Ouais, c'est énorme. Sachant que le bouchon, entre guillemets, Isaac Hadjar a rapidement sauté, lui qui a eu des problèmes, malheureusement le français, qui s'est qualifié 3e, brillante qualification pour ses débuts chez Red Bull, malheureusement un problème mécanique dès le départ, il l'avait dit, de toute façon lui après le premier virage, il savait que le moteur n'allait pas tenir et il a tenu quelques tours avant de casser, ça avait ralenti un peu le peloton. Enfin, Norris n'a pas passé 50 tours derrière Hadjar à perdre du temps. Il a vraiment pris, justement, cet écart face à Hamilton en fin de course. Donc ça, c'était assez inquiétant, peut-être aussi pour les champions du monde en titre. Si on enlève en plus le fait que Piastri n'a même pas pris le départ. Oui, parce que ça, c'est la vraie catastrophe. Voilà, ça, c'était quand même assez terrible pour Oscar Piastri à domicile. Ça rappelle Bakou, un peu. Il a craqué complètement sur une erreur bête. J'ai du mal à comprendre. Après, alors, j'ai du mal à la jauger, parce que ils ont l'air quand même de dire qu'il y a eu un déploiement de puissance assez soudain qui était inattendu. Maintenant, est-ce que c'était vraiment les seuls à avoir ce déploiement à cet endroit-là ? Ça se trouve, tout le monde a eu ça dans le tour de formation et personne ne l'a perdu. Donc c'est assez compliqué en fait de savoir est-ce que c'est une erreur du pilote, est-ce que c'est une erreur mécanique, Après, c'est vrai que c'est des nouvelles voitures aussi, donc voilà. Ils sont encore un peu en train de les appréhender, mais bon, ils ont quand même fait beaucoup de kilomètres dessus déjà. Ce qu'il a expliqué, Piastri, c'est que dans les données, ils ont vu qu'au moment où il sort du virage 4, quand il accélère, les roues arrière reçoivent 137 chevaux de plus qu'à n'importe quel autre moment du week-end au même endroit. D'accord. Donc effectivement, on peut comprendre que ça fasse partir en tête à queue parce qu'on ne s'y attend pas. Maintenant, est-ce que c'est un défaut du système de restitution de l'énergie ou est-ce que c'était prévu comme ça et Piastri a oublié peut-être que ça allait se passer comme ça ? Ça, c'est plus compliqué à savoir malheureusement. Et McLaren ne va évidemment pas trop en dire. Ils vont pas enfoncer leur pilote. C'est ça, s'il a fait une erreur, et pareil, ils vont pas enfoncer Mercedes qui leur fournit le moteur, enfin voilà, ils vont essayer de rester assez diplomates sur tous les fronts. Je vais me permettre de rebondir sur Mercedes pour revenir un petit peu au vainqueur très rapidement. Je parlais l'année dernière de ce que j'allais regarder dans ce Grand Prix et je disais je porterai une attention toute particulière au duel entre les coéquipiers. Alors, Cyprien, tu l'as dit, Antonelli n'a pas pu maximiser sa qualification du tout. Je trouve ça d'ailleurs d'autant plus effrayant qu'ils finissent deuxième en ayant une voiture pas réglée, mais ça après, soit dit en passant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour l'instant, la hiérarchie entre Russell et Antonelli qu'on attendait est respectée. Il n'y a pas eu photo et à aucun moment il y a eu de bataille possible entre les deux. En revanche, ce qui va m'intéresser assez rapidement, étant donné que Mercedes va devoir
du moins pendant toute la première partie de saison, dominer, parce qu'on verra encore une fois ce qu'il en sera à partir de juin et cette révision du moteur, mais en tout cas avant ça, ce sera intéressant de voir cet équilibre, et j'attends une réaction d'Antonelli très rapide, d'ores et déjà, parce que c'est déjà sa 2e saison en F1, il va devoir prouver, il va devoir aligner un week-end, et là où quand même Antonelli est un petit peu plus fragile que ce qu'on aurait pu croire, c'est que malheureusement en EL3 c'est lui qui fait l'erreur, il a été beaucoup moins constant que Russell qui lui a été, à l'image de l'année dernière, une horloge absolue, donc voilà, j'attends de voir un petit peu, mais attention à ce que ce déséquilibre encore léger qu'on a observé là ne s'amplifie pas au fur et à mesure de la saison et ne devienne pas un creux vraiment entre les deux. Oui, surtout qu'il va falloir attendre de voir. Par exemple, on voit qu'Oscar Piastri, chez McLaren, c'est au bout de sa 3e saison, enfin au début de sa 3e saison, où il a vraiment réussi à être au niveau de Lando Norris, donc l'an dernier. Jusque-là, il était vraiment en retrait, mais ce qui était normal, il faisait des coups d'éclat, mais en termes de rythme de course, d'expérience, etc., il n'y avait pas photo. Moi, j'ai peur qu'Antonelli, aussi talentueux soit-il, ne soit pas encore assez mûr et assez prêt pour tenir la dragée haute à Russell, surtout qu'il est quand même arrivé en F1, il faut aussi le rappeler, avec beaucoup moins d'expérience que ce soit déjà dans des Formule 1, quoique bon, il avait quand même énormément roulé, mais surtout beaucoup moins d'expérience dans les formules de promotion. Il avait sauté la F3, il a fait qu'une saison de F2 où il termine 6ème, il arrive en F1. L'an dernier, on dit souvent en F1 qu'on se souvient que du dernier Grand Prix, c'est un peu le cas. Antonelli, on se souvient de sa fin de saison, il y a des podiums, c'est bien. Il y a quand même eu aussi toute la tournée européenne qui avait été catastrophique, très très dur à vivre pour lui, très très dur de s'en relever. J'ai un petit doute sur son mental aussi. Il parlait du stress qu'il a ressenti ce week-end, notamment du moment où il fait l'erreur, où il dit qu'il était évidemment extrêmement stressé, et il a remercié moult et moult fois ses ingénieurs en disant que c'était des héros d'ailleurs, enfin, ses mécaniciens pardon, en disant que c'était des héros. Puis en fait le problème qui peut se poser face à Antonelli, c'est bon, pour l'instant Mercedes domine et on se dit mais les circuits vont être tous très différents, il y aura un déploiement d'énergie très différent de circuit en circuit, donc il faut aussi s'adapter rapidement. Peut-être que Mercedes aura moins l'avantage sur certaines courses. Et là où, s'il domine clairement de A à Z, ça aide Antonelli dans le sens où il se dit bon bah voilà, ok, j'ai raté une victoire, mais je pourrais la gagner la semaine d'après parce qu'on est largement au-dessus. Si par contre tu commences à être dans une optique où tu n'es pas certain de gagner tous les Grands Prix, il va commencer à penser justement à ces pertes bêtes de points potentielles. Notamment, attention à Ferrari, parce que les deux pilotes Ferrari sans doute, en tout cas, vont être au niveau. En tout cas, au vu de ce qu'on a vu, effectivement, ils seront, à mon avis, au rendez-vous quasiment à chaque fois. En tout cas, en ce début de saison, ça paraît être le cas. Hamilton a rehaussé son niveau par rapport à l'an passé. Donc, forcément, le fait de voir Antonelli un petit peu en deçà, attention à ce que peut-être Ferrari n'en profite pas pour mentalement revenir un peu sur Mercedes, justement. Ouais, surtout que Leclerc et Hamilton, c'est deux pilotes qui ont très très faim, qui ont beaucoup d'expérience. Qui rêvent tous les deux de gagner avec Ferrari. Bon, l'un gagner un titre depuis le temps qu'il l'attend et l'autre déjà gagner un Grand Prix, ce serait bien. Enfin, même déjà faire un podium. Oui, c'est dramatique, mais déjà faire un podium. Voilà, donc il était pas loin hier, ce serait la première étape. Mais je pense que c'est deux pilotes qui lui feront pas de cadeau, qui ont une sacrée science de la course et qui ont absolument envie d'aller croquer Mercedes, et ne serait-ce que éventuellement pour ramener le titre constructeur à Ferrari en fin d'année, parce que si l'écart se réduit, Antonelli, il faut qu'il fasse attention, il fera pas deuxième à toutes les courses. On peut se retrouver dans la situation de Red Bull avec Verstappen, quand Verstappen était champion du monde des pilotes et que Red Bull perdait le titre des constructeurs au profit de McLaren en 2024. Ouais, ça va dépendre aussi de... Est-ce que Mercedes est déjà arrivé à un niveau de compréhension de la voiture élevé? Est-ce que Ferrari en a encore sous le pied? Est-ce que ça sera l'inverse? Peut-être que la domination de Mercedes va s'augmenter parce qu'ils vont comprendre de plus en plus la voiture. On avait Fernando Alonso qui en parlait vis-à-vis d'Aston Martin. Le fait, alors, évidemment, ils partent de beaucoup plus loin, mais rien que le fait d'avoir roulé avec la voiture, ça leur a permis de réduire leur écart de 4 secondes 3 à 2 secondes 6 à peu près. Rien que de rouler. Donc on imagine que même chez les autres, c'est ce que eux ont fait évidemment à Barcelone et à Bahreïn. Parce que Aston Martin fait plus de en début de saison, ça c'est un peu l'autre souci. Mais voilà, peut-être que ça va évoluer dans ce sens-là. Surtout que, pour compléter ce que tu dis, c'est une saison très particulière qu'il ne faut pas du tout appréhender comme les saisons précédentes. Et des fois, on a le réflexe de se dire ok, un pilote qui gagne avec la première course avec autant d'avance, par rapport à ce qu'on connaît de la F1 habituellement, ça veut dire qu'il va dominer la saison, ou en tout cas la première partie de saison. Là, on est dans une réglementation tellement nouvelle que tous les pilotes repartent de zéro, toutes les équipes repartent de zéro, et tout le monde va être dans cette course au développement. Et tout le monde le dit, et pour le coup, ça fait un peu phrase toute faite à chaque fois, mais la hiérarchie de Melbourne sera pas celle de la 4e course, peu importe où elle sera. Pour le moment, c'est Bahreïn, mais voilà. Et sera pas celle de la mi-saison, et sera pas celle d'Abu Dhabi. Et c'est très vrai, ça. Donc, en effet, aujourd'hui, Mercedes a la meilleure voiture, Mercedes est en tête, mais par contre, ça ne devrait pas durer, et je pense que si les autres arrivent à comprendre le déploiement d'énergie comme Mercedes l'a compris, parce que c'est là où ils ont été très bons en Australie, ils vont vite revenir. On a commencé à l'évoquer, Isaac Hadjar, donc 3e pour sa première qualification avec Red Bull en Formule 1. Malheureusement, l'abandon pour le pilote français, le voilà, regardez, il est encore là pendant quelques instants. Isaac Hadjar, quand il faisait son podium avec la Racing Bulls,
Ça n'a pas été possible là, malheureusement, du coup, à Melbourne, mais on est quand même sur de bons débuts pour le pilote français. Et moi, je suis désolé, les hommes mentent, pas les chiffres. Isaac Hadjar a surdominé son équipier en qualification. Évidemment. Voilà, c'est pas donné à tout le monde chez Red Bull. Ce que personne n'a réussi à faire depuis octobre 2024. Voilà, donc Quelque chose comme ça. Voilà. voilà, à un moment donné, la vraie question, Max Verstappen est-il fini tout. Bah oui, complètement, puisqu'il avait aussi été battu en quali sprint par Yuki Tsunoda au Qatar, quand même. Bon, bah, Alors, oui, non, là, écoutez, c'est la, n'oubliez c'est la- pas. c'est la Bérésina pour Max Verstappen. Ah là, c'est la Bérésina, c'est très très compliqué là pour Max Verstappen. Bah quand même, quand tu veux faire 20ème en qualif, quand ton coéquipier 3ème, c'est. Non, non. Moi je pense qu'il faut qu'il prenne sa retraite là. Honnêtement, Isaac Hadjar est peut-être le prochain champion du monde du coup. Non, J'espère que toute l'équipe premier degré nous regarde actuellement sur YouTube. Ah, ils sont j'espère. contents. J'espère. Non, mais Isaac a fait quand même du très bon boulot pour Ouais. son qualif. Bah, Alors il l'a dit lui-même, c'est marrant parce qu'il a dit moi j'ai envie de me comparer au meilleur et la comparaison attendra, c'est presque dommage quoi. Il voulait voir, je pense, où il se plaçait vis-à-vis de C'est Verstappen. vrai. On attendra pour le voir, mais dans tous les cas, vu l'avance qu'avaient les Mercedes, à la rigueur Verstappen aurait fait 3ème et Hadjar 4 en qualif du coup. Oui. Donc je pense qu'il a vraiment pas à rougir de sa performance. C'est très étonnant, enfin très étonnant. C'est surprenant quand on connaît les difficultés qu'ont eu les pilotes Red Bull récemment aux côtés de Verstappen. Après, il le dit aussi lui-même depuis le début, il arrive au timing idéal. Il arrive au début d'une nouvelle ère réglementaire, nouvelle voiture. Hadjar a assuré, et là où Verstappen a commis une erreur ou eu un problème mécanique, Compliqué. c'est un peu entre les deux. On ne sait pas vraiment. Les versions sont un peu différentes en fonction du pilote ou de ce qu'on peut voir ailleurs. Mais voilà, le résultat est là pour Hadjar. Une 3ème place pour une première qualif chez Red Bull, c'est quand même un résultat exceptionnel, ça va le mettre en confiance. Son remplaçant chez Racing Bulls, il s'appelle Arvid Lindblad, et si on ne connaissait pas son nom pour certains avant ce premier week-end, là, on le connaît déjà bien, Lindblad, Q3 dès sa première, en course quand même, il s'est retrouvé roue contre roue avec Lewis Hamilton, Bon, le départ était stratosphérique. le départ était exceptionnel, Il est 4ème au départ. Oui. voilà, il prend la 4ème place, il se bat avec Hadjar et Hamilton pour la 3ème, donc non, très très bon. Je crois hein. qu'il est brièvement 3ème. Oui, en fait, il dépasse Hadjar pour être 3ème, et Hamilton le repasse dans le virage d'après, avec un petit coup de roue d'ailleurs, un petit contact Oui. entre les deux. Le champion a fait un petit peu sa loi, quoi, si on peut dire, dans le virage. Non, par contre, effectivement, ce qui est hyper intéressant à noter pour Lindblad, c'est que déjà, il ne sort quasi pas du top 10 du week-end. Il fait 11ème en EL3, mais sinon, il est top 10 de toutes les séances, y compris le Grand Prix, ce qui est assez formidable. Il marque des points dès le début, alors qu'il n'avait absolument aucune assurance de performance du côté de Racing Bulls après Bahreïn. Et puis surtout, Arvid Lindblad, moi le premier, en ayant suivi l'intégralité de sa saison de F2 l'an passé, et évidemment son parcours aussi en formule de promotion, il est bon, il est très solide, mais surtout l'année dernière en F2, il était inconstant, et surtout, il a fini assez mal placé par rapport à ce qu'on attendait de lui. On attendait quand même une perle qui joue le titre. Au final, il a fini effectivement plutôt autour de la 6ème, mais il a longtemps été 7ème derrière Pepe Marty avant qu'il ne change justement de catégorie. Donc on pouvait émettre des réserves légitimes, pas que à cause de Monza, parce qu'effectivement il avait fait un week-end terrifiant à Monza, mais à part ça, il avait quand même aussi commis des erreurs, il s'était fait disqualifier, bref, ça avait été une saison compliquée. Et là, il a balayé les doutes. J'ai trouvé même que dans l'attitude, c'était plus forcément le même, justement, jeune pilote, un petit peu survolté, etc. J'ai trouvé qu'il était pertinent, j'ai trouvé qu'il était un peu plus calme, évidemment très spontané et toujours justement à être très juste dans ses commentaires, dans la mesure où il assumait le fait d'être le nouveau qui débarquait, qui Il vient avec découvrait. une fraîcheur qui est assez sympa. Je l'ai trouvé à certains égards un peu ému même par moments d'être là, et il l'a pas caché. Complètement. Même ça j'ai apprécié. Mais quand il dit qu'il s'était retrouvé à se battre contre Hamilton, il a dit que C'est ça. lui fait quelque chose, quoi. On le Donc, voit, il avait un peu, en plus il a un beau sourire, il est content d'être là, il est très souriant. C'est vraiment une D'autant petite- plus qu'on peut vraiment dire que Lindblad a grandi avec Lewis Hamilton. Je rappelle qu'il Oui. est né après les débuts en F1 de Lewis Hamilton. Tout à fait. C'est terrifiant on cette repasse ça. stat. Oui, lui fêtait justement son année en même temps que. Enfin, il est né en 2007, donc c'est-à-dire l'année de la première. Je rappelle que Fernando Alonso était double champion du monde quand Arvid Lindblad est né, par exemple. Histoire que On sent que ça marque, c'est dramatique. C'est vrai que ça met un coup de vieux quand tu présentes les choses comme Non, ça. mais tu peux l'avantage, c'est éviter. que, si vous voulez, il était double champion du monde quand Arvid Lindblad est né, et il sera double champion du monde quand Lindblad prendra sa retraite. Donc c'est un peu, voilà, ça reste le. Il gagne pas le titre cette année, Fernand Si, Écoutez, t'inquiète. je suis pas certain, mais bon, voilà, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure. Non, là, par contre, sur l'attitude en course, je mets un léger, un bémol. C'est Ok. pas un bémol complet, mais je trouve que justement, sur Hamilton, il va aussi vers la droite. Mhm. Il y a la bagarre avec Berman où il le pousse assez fort. Moi, j'aime bien un pilote qui n'hésite pas à aller justement montrer qu'il a envie, et comme il l'a dit, je suis peut-être le rookie, mais je vais montrer que je suis un compétiteur. Je pense par contre que ça va lui retomber dessus à un moment donné. C'est-à-dire que Ah oui, là, il a eu beaucoup de chance déjà que ce soit pas un accrochage avec Hamilton et que ce soit pas l'abandon pour les deux, que Berman bouge et tout. Et en fait, il y a un moment où ça va être le mouvement de trop. Et donc c'est là où j'aurais le regard fixé sur lui, c'est de savoir comment il va rebondir de ça. Est-ce qu'il va continuer dans cette
C'est cette ça. manière-là ou est-ce qu'il va comprendre? Là C'est où un peu effectivement le il faut risque. pondérer, c'est attention à ce qu'il nous fasse pas toute proportion gardée une Colapinto. C'est-à-dire qu'il démarre très 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 fort Ouais. et que son style de pilotage très agressif ne lui desserve pas et que par exemple si effectivement il y a un crash, qu'il perd totalement la confiance au Ouais. moment où ça survient. Par contre, Lawson de le bac en Q3, donc ça c'était quand même vachement fort. Oui, et puis tu parlais de l'inconstance, en effet, peut-être que là on était dans un très bon jour et que dès la Chine ça va redescendre, surtout que ce sera possible. sur un circuit qu'il connaît pas, où il a jamais roulé. En sprint. En plus. Et sur un week-end sprint, c'est ce que j'allais dire, parce que l'Australie, il le connaissait grâce à la F2. Donc il y a quand même quelques petits bémols, je suis d'accord. Après, il faut aussi se souvenir que c'est un pilote qui découvre ses nouvelles voitures, certes comme tous les autres, mais qui découvre la Formule 1 et qui, pour la première fois en course, roulait en peloton. Parce qu'il a beau avoir fait tous les essais de pré-saison, etc., il n'avait jamais fait la course avec ses voitures contre les autres, etc. Donc je pense qu'en effet, il teste un peu les limites. Il a aussi, je pense, une vraie volonté de bien faire, qui fait qu'il est peut-être plus agressif qu'il devrait. Il prend peut-être plus de risques que les autres aussi, surtout un peu comme Lawson Perez, qui sont encore battus pour la 16e place, et où Lawson disait, mais c'est qu'une 16e place, pourquoi il se bat comme ça? Bah, peut-être parce que Perez, c'est le maximum qu'il peut faire pour le moment avec sa C'est Cadillac. ça. C'est qu'une 16e place pour Lawson, mais c'est déjà une 16e place pour Perez. Donc voilà, c'est la perception aussi. Et puis Perez, il savait aussi qu'il n'allait pas avoir 40 batailles, à mon avis, pendant la course. Donc, ça, c'est sûr. donc il s'est peut-être un peu fait plaisir. Mais tout ça pour dire que dans le Lindblad, les débuts sont réussis. J'attends un peu avant de m'enflammer, parce que comme Mathieu, j'ai bien suivi sa saison l'an dernier. J'ai vu des choses que j'aimais beaucoup moins. Le week-end à Monza, t'en as parlé, il faut aussi se dire qu'il fait un test en F1 le lendemain et qu'il pète la F1. Voilà. Donc c'est quand même cata de A à Z. Il est très jeune. J'ai aussi vu l'an dernier, on en parlait, les limites d'Antonelli à 18 ans. Lindblad est à peine plus vieux. J'attends de voir ce que ça va donner. À l'inverse, Berman, qui était très jeune aussi, a été plutôt très bon et très régulier dès ses débuts. Il a encore été très bon pour ce premier Grand Prix de 2026. 7ème, meilleur des autres, derrière les 4 écuries de tête. Donc Très, très dans le bon. top pilote, Berman, ça de toute façon, on le savait, mais il le confirme. Donc ouais, mais Lindblad, en tout cas, c'est sûr que commencer sa carrière en F1 par une 8ème place, quand son coéquipier est 13ème, c'est quand même très très solide. On a parlé d'Isaac Hadjar, donc on avait aussi évidemment nos deux autres Français, Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui se sont battus d'ailleurs pendant ce Grand Prix et qui se battaient pour le dernier point, remporté fidèlement par Pierre Gasly. Pour Alpine, au moins, ça leur permet de dire qu'ils commencent quand même mieux la saison que la précédente. On met directement un point dans la banque. Pour Franco Colapinto, l'équipier de Pierre Gasly, ça a failli se terminer dès le départ parce qu'il nous sort un sauvetage vraiment, mais très limite. Sincèrement, c'est extraordinaire. Le temps de réaction, c'est fou parce que ça aurait pu être vraiment très dangereux. Et le fait qu'il tape pas le mur en plus. C'est incroyable. Parce qu'il passe entre la voiture et le mur, enfin la voiture de Lawson qui est du coup ralenti et le mur. Et il arrive à vraiment faire un gauche-droite, enfin plutôt un droite-gauche. Vraiment de justesse, alors qu'il vient de la gauche en plus. Oui. C'est qu'il vient de la gauche. Son réflexe est donc de partir vers la droite parce qu'il voit une voiture de. Il tombe sur Lawson qui donc lui n'a pas démarré. Globalement en fait le temps de réaction était bon, lui a fait ce qu'il fallait mais la voiture n'a juste pas décidé de mettre de la puissance avant 3 ou 4 secondes, ce qui est toujours un peu embêtant. Et dangereux. Et dangereux évidemment, mais voilà, il a réussi à se placer entre les deux, ça c'était quand même l'une des images de ce Grand Prix, très clairement, qu'on n'a pas trop vu à la télévision dans les différents replays parce que ça fait un peu parler, mais ça aurait été assez négatif et on sent que ce week-end la Formule 1 ne voulait pas faire dans le négatif et en même temps vu tout ce qui s'était passé les dernières semaines et toute la négativité ambiante qui régnait, on peut les comprendre et c'était le cas notamment dans les commentaires des réseaux sociaux par la suite. Ils ont caché les réponses. Voilà, ils ont caché sur leurs réponses en disant notamment regardez, on a eu 120 dépassements sur le Grand Prix d'Australie alors que seulement 45 l'an dernier. Bon voilà, ça fait partie du jeu. Oui. Ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, voilà, les Français, bon, c'était quand même globalement pas si mal. Les 3 jouaient les points, on va dire. Ouais. C'est toujours un peu paradoxal. Moi, je trouve qu'on est très content d'Adjar et on l'est moins d'Ocon et Gasly parce que Ocon, malheureusement, la comparaison avec Berman fait mal. Je suis d'accord, ouais. Berman, encore une fois, 7ème meilleur des autres. Du côté d'Alpine, en revanche, c'est quand même aussi un peu décevant, mais pas de la faute de Pierre Gasly qui marque un point. C'est plutôt que Alpine et Haas, après Bahreïn, on avait l'impression que c'était les deux équipes qui se détachaient du milieu de tableau, assez nettement d'ailleurs devant le trio Audi, Racing Bulls, Williams. Et au final, non, puisque du coup, il y a une Racing Bulls et une Audi devant Pierre Gasly, et que la 10e place, c'est déjà un bon résultat, parce que pas de Q3, et puis les essais libres, c'est catastrophique pour Alpine. Ils sont toujours fin de top 15, après même le top 15 entre la 15 et la 22e place. Donc ils sauvent le week-end, mais je veux aussi mettre quand même un petit peu d'espoir là-dedans. Je pense que le circuit de Melbourne ne leur convenait pas, à l'inverse de celui de Bahreïn. Donc je pense qu'à Shanghai, ce sera mieux.
Pour terminer cette longue mais bonne page Formule 1, messieurs, nos tops et nos flops quand même. On va terminer un petit peu sur du point positif, un peu sur des points négatifs. Cyprien, quel est ton top de ce week-end? Qu'est-ce que tu... J'ai pris la tangente, j'ai choisi Lewis Hamilton parce que je suis très content de le revoir remotivé, reboosté et que j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire face à Charles Leclerc. Ouais, souriant, ça change, ça fait plaisir. Mathieu? Isaac Hadjar, parce que sa qualification est extraordinaire, le tour de qualification, le tout dernier tour de Q3 est formidable, donc pour moi je préfère retenir ça et l'attendre en course dans des conditions un peu plus normales. Moi, vous allez être surpris par mon bémol, mais c'est quand même Arvid Lindblad mon top, parce que pour un premier Grand Prix, il a quand même été impeccable de bout en bout, et ça c'est quand même très fort. Les flops, Cyprien, en tout cas le flop. Le flop, j'aurais pu mettre Aston Martin, j'ai choisi Williams chez les constructeurs parce que ça a été très compliqué pour Williams, 0 points, très loin du compte. Carlos Sainz 15e sur 16 voitures à l'arrivée, il devance juste Sergio Perez, ça fait très très mal par rapport aux objectifs. Mathieu? McLaren, on va rester sur les constructeurs, mais malheureusement Lando Norris qui finit certes 5e mais très loin, et puis Oscar Piastri qui prend pas le départ de son Grand Prix local. Ils étaient franchement loin des top teams, mais pour l'instant effectivement on sent cet écart qui n'est pas prêt d'être comblé à mon avis, étant donné son ampleur. Tu pouvais mettre Aston Martin, mais tu ne pouvais pas puisque je l'ai mis. Aston Martin, voilà, c'est évidemment attendu. On s'attendait à ce que ça se passe comme ça. Maintenant, voilà, ça reste un début absolument cataclysmique. Et moi, je signalerais plus les déclarations pendant tout le week-end, parce que ça m'a un petit peu donné l'impression quand même de on gagne ensemble, mais là... On tient à vous dire que c'est quand même Honda qui nous fait perdre. C'est un petit peu ce que j'ai remarqué dans les déclarations d'Adrian Newey notamment. On va continuer de parler de Formule 1, mais cette fois-ci sous le prisme de la question hebdo. La question hebdo, on ne peut pas vous poser une autre question. La réglementation 2026 vous a-t-elle convaincu, tout simplement? Alors, évidemment, la bonne réponse serait de dire une course, c'est un petit peu comme échantillon, mais c'est pas grave. Moi, je veux savoir si ça a été convaincant, Cyprien. Comment tu ressors de ce premier week-end de Grand Prix? Vous pourrez nous le dire à partir de 20h sur autohebdo.fr, bien sûr. Ah oui, tu veux vraiment plus que je fasse des réponses de Normand, c'est moi qui dois me mouiller en premier. Exactement, maintenant. Je me suis plaint la semaine dernière que Mathieu ne s'était pas mouillé sur nos pronostics, donc là, j'oriente directement. Je préfère te rassurer, j'ai une réponse tranchante pour le coup. Écoute, moi, je vais dire, si j'étais pilote de Formule 1, non. En tant que spectateur, oui. Il arrive à te le faire tiède. Oui, c'est ça. Finalement, c'est une réponse de Normand. Bah, du coup, en tant que spectateur, parce que je suis spectateur, certes privilégié, mais spectateur quand même. Et oui, non, Oui, non. Écoutez, maintenant, si on sort des phrases comme ça, à un moment donné, ça va être formidable. J'essaie de noyer le poisson, mais ça ne marche pas. Je vois que vous êtes perspicaces tous les deux. J'ai été plutôt satisfait. Pourquoi par la course, par le début de course surtout. J'ai beaucoup aimé ce début de course, j'ai beaucoup aimé voir des batailles. On en manquait ces dernières années, unanimement. On avait beau avoir une belle lutte pour le titre l'an dernier, ça manquait peut-être des fois de bataille. On regarde la F1 pour ça, avant tout. Moi, je comprends pas l'argument du c'était mieux avant à tout bout de champ, parce que je suis pas sûr, même si j'ai pas connu cette époque, qu'on se régalait à regarder les McLaren de Prost et Senna qui mettaient 3 tours à tout le monde, ou qui mettaient 3 secondes en qualif à tout le monde. Là, en l'occurrence, on a quand même eu un beau début de course avec des Ferrari et des Mercedes qui se battaient, et pas que, d'ailleurs. Derrière aussi, on a parlé d'Inblad, on a parlé de beaucoup de pilotes qui arrivaient à se battre. Donc moi, je pense que c'est prometteur. Le bémol que je mettais, où je disais si j'étais pilote, je serais pas convaincu, c'est que ça a l'air pas agréable à piloter. Et ce qui m'a vraiment dérangé, moi, c'est-à-dire que, encore une fois, en tant que spectateur, peu importe ce que ressentent les pilotes, tant que nous, on est content de notre télé. Globalement, il faut réfléchir comme ça. Mais j'avoue que le tour de qualif et le super clipping avant l'enchaînement des virages 9 et 10, là, non, là, j'ai pas aimé. Quand tu perds 70 km/h en ligne droite et que tu passes quasiment à fond le virage, ouais, c'était un peu embêtant. Ça, c'est pour... En fait, c'est pas trop l'esprit de la qualif. Fallait pas regarder les on-board, quoi. Fallait pas regarder les on-board. Sinon... Parce qu'en fait, quand tu regardes les chronos, on n'est pas si loin des chronos des années d'avant, parce que globalement... On est à moins d'une seconde de 2022, qui était la nouvelle réglementation de l'époque. Donc, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'elles sont très rapides dans certaines phases du tour, et extrêmement lentes en bout de ligne droite, de certaines lignes droites. Parce que la première ligne droite, comme tu as encore pas mal de batteries, ils font à 300, 320, 330. Alors, une droite courte. Avant de laisser la parole à Mathieu, je vais juste repondérer sur quelque chose qu'on a déjà dit plusieurs fois depuis le début. C'est un circuit très particulier. Ce ne sera pas le cas sur tous les circuits. Melbourne, c'était redouté à Bahreïn par les équipes. Tout le monde redoutait 2 circuits. C'était Melbourne et Jeddah sur ce début de saison. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de gros freinage. Donc en fait, très peu d'endroits pour récupérer de l'énergie.
Et c'est ça qui joue beaucoup. C'est-à-dire que là, en fait, si vous faites pas de super clipping en bout de ligne droite avant les virages 9 et 10, vous avez un secteur de quasiment 30 secondes où vous freinez pas. Vous freinez peu. Non, puis de toute façon, le super clipping, il est obligatoire. C'est-à-dire qu'à part, Oui. sinon, il n'y a pas d'énergie après. Donc en fait, ils le subissaient. C'était pas un choix des pilotes en disant maintenant, on calcule, etc. Les seuls points, effectivement, de freinage, c'était virage 1, virage 3 et l'enchaînement du dernier secteur où c'était un enchaînement de petits freinages qui permettait ensuite de récupérer de l'énergie pour la ligne droite des stands. C'est tout. Et à part ça, effectivement, l'enchaînement, donc la longue ligne droite avant le 9 et 10, il n'y avait pas le choix. Et en l'occurrence, par exemple, si on regarde en formule de promotion où il n'y a pas ce système-là, parce que c'est toujours le DRS à l'ancienne, presque, si je puis dire, il y a beaucoup de sorties de piste parce que justement, ils étaient tellement à fond à l'entrée du 9 qu'en fait, il y a eu plusieurs drapeaux rouges même qui ont été déployés parce qu'ils s'éclataient contre le mur, quoi. Et donc, pour le coup, en F1, ça ne pouvait pas arriver étant donné qu'ils étaient extrêmement lents au moment d'arriver là. Mais du coup, c'est pour ça, je pense que ça, il faut pas trop s'en inquiéter parce qu'à mon avis, à Shanghai, par exemple, qui est un circuit qui ressemble plus à Bahreïn, tout va être. J'attends de voir une chose, c'est la fameuse ligne droite du secteur 3 quand même, qui à mon avis Max Verstappen a dit. peut être assez terrifiant. On lui avait dit très à long. l'interview, quelqu'un lui avait posé la question en disant bon bah Max, la Chine, il dit t'as vu la ligne droite? Et c'est vrai que bon, la ligne droite qui fait 1 kilomètre. Ouais, mais c'est pas le seul circuit de l'année à ce moment-là. Mexico, ils vont arriver à 50 à l'heure en bout de ligne. Non, mais en fait, non, mais le problème, si tu veux, c'est qu'effectivement, il y a ce système où, donc on rappelle, hein, le déploiement de l'énergie est encadré par la réglementation, et en mode normal, donc le mode que tu utilises aussi en qualification, tu ne peux plus déployer d'énergie électrique à partir de 295 km/h environ. Mhm. Donc, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à 295, bah déjà, ta voiture qui fait 1000 chevaux, elle passe à 550. Donc déjà, ça fait une différence, on est d'accord. Mais bon, les ailerons sont là pour compenser. Mais comme en plus, tu rajoutes du super clipping, ouais, j'ai peur que la ligne droite... parce que le problème, c'est que en Chine, ils arrivent après un secteur assez lent et 2 virages assez lents avec un beau freinage. Donc ils vont vraiment partir comme des balles vers la ligne droite, parce que ça, j'ai été impressionné. Les sorties de virage 2, c'est extrêmement impressionnant. Ils vont arriver très très vite à ces 295 km/h. Après, s'il reste encore 600 mètres de ligne droite, s'ils se mettent déjà en super clipping, ouais, ça va fortement baisser, quoi. C'est un peu le risque. Écoute, mais il y a une belle zone de freinage pour l'épingle. Bah, c'est ça. Puis après, t'as une petite ligne droite, un freinage. oui, à part C'est cette sur longue le ligne fin. droite, honnêtement, ça peut très bien se passer, parce qu'il y a beaucoup de freinage en fait. Ils vont régénérer assez bien. Et alors après aussi, à mon avis, ce que la FIA peut faire, ce qu'elle a le droit de faire dans son règlement, parce qu'il est écrit dans le marbre, mais avec une certaine dose de flexibilité, c'est de décider aussi de mettre des limites de déploiement différentes, des limites de régénération différentes. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez flexible aussi. La FIA va se donner quelques grands prix, certainement, et va voir aussi comment ajuster. Donc on n'est pas à l'abri que ça soit différent aussi hein, à partir du milieu de saison, et que voilà, ce soit mieux compris. C'est un règlement que tout le monde découvre. Moi, je vais être très honnête, vous l'avez un peu compris, j'attendais de voir le produit, j'attendais de voir ce que ça allait donner, je voulais pas être totalement malheureux d'avance. J'étais plus optimiste par les qualifications que ce que j'ai vu. Malheureusement, Ouais, je trouve qu'en qualif, même de l'extérieur, on sentait trop que les pilotes n'attaquaient finalement pas et qu'ils étaient tributaires de beaucoup de choses, donc ça, c'est un peu dommage. Maintenant, on vient de sortir de plusieurs années où les qualifs étaient exceptionnels à regarder, et les Grands Prix beaucoup moins. Sauf qu'un fan de Formule 1, il vient regarder un Grand Prix de base. Donc si aujourd'hui on me dit que les qualifs sont moins bien et que les Grands Prix sont mieux, je prends. Les qualifs étaient exceptionnels l'an passé, parce que sur la réglementation 2022-2025, tout n'était pas formidable. Écoute, moi je t'ai dit que j'avais un avis tranché, moi j'ai beaucoup aimé. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Là où je rejoins Cyprien 100%, c'est que oui, c'est moins organique, c'est moins l'esprit de la Formule 1, tout ça. Je pense qu'on est unanimement d'accord à dire que le règlement en lui-même n'est pas une franche réussite, où on est tous d'accord pour se dire ah, c'est super, ils ont trouvé la solution. Non, ça c'est sûr et certain, non. En revanche, maintenant que le produit est là et qu'on est spectateur et qu'on est devant et qu'on se dit qu'est-ce qu'on en pense, moi honnêtement, je réagis aux émotions. C'est ça qui nous fait aimer le sport de manière générale et le sport méca en particulier. Les 5 premiers tours, j'étais debout. Voilà. C'est ça, je suis assez d'accord. Et c'est à peu près tout ce que je retiens, dans la mesure où pour l'instant c'était super. On a eu un spectacle super, notamment entre Russell et Leclerc, une passe d'armes qu'on pouvait même pas imaginer avoir en 2025. Les équipes vont continuer à s'améliorer aussi dans leur déploiement, dans leur gestion de l'énergie, dans leur compréhension du package. Donc je pense que ce genre de passe d'armes, on peut les avoir. On peut avoir un Ferrari qui revient un petit peu encore plus et qui nous offre plusieurs batailles contre Mercedes. À côté de ça, effectivement, si je devais poser un bémol au-delà évidemment du ressenti des pilotes, j'aimerais un peu plus en tant que spectateur comprendre ce que je vois. Je m'explique, la passe d'armes entre les deux au début du Grand Prix a été super, mais par contre on pouvait pas savoir exactement qui déployait de l'énergie quand, où on en était au niveau de tout ça. Donc en fait on voyait un spectacle formidable, mais on comprenait pas vraiment, et même les commentateurs, j'ai regardé ça sur Canal, ça manquait un peu. En fin de Grand Prix on l'a eu, pardon je me permets, mais Verstappen par exemple, quand il dépassait beaucoup, on voyait où il en était. Mais je pense que la FOM ne savait
n'étaient pas sûrs Sans de doute. comment le mettre au début, tu vois, de bien... ils ont quand même tâtonné, et c'est normal, c'est un nouveau règlement, c'est Voilà. une nouvelle manière de transmettre l'information. Moi, si je devais vraiment émettre, parce que je suis comme toi, les premiers tours, j'étais vraiment enthousiaste, évidemment. Tu ne vibres pas de la même façon que sur un magnifique dépassement, un machin, voilà, ok. Mais le fait est que, selon moi, c'est ce règlement qui nous a donné le début de course qu'on a eu. Ah, c'est sûr. Parce que sans ce règlement-là, alors je dis pas si on était resté au même, si on avait changé de règlement mais qu'il n'y avait pas ces déploiements d'énergie, peut-être que Mercedes serait juste parti loin devant. Rappelez-vous, 2014-2015, 2015, le Grand Prix d'Australie, il colle 1 seconde 3 à la deuxième meilleure voiture du plateau qui était la Williams de Massa. Donc à un moment donné, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, si on est dans la situation de l'an dernier, tu as 2 McLaren en première ligne, les 2 McLaren s'envolent, bien sûr. s'envolent et personne ne les revoit. Et là, moi, où je voudrais vraiment montrer mon agacement, mon véritable agacement, c'est contre la mauvaise foi qu'on a pu lire globalement. Je ne parle pas des pilotes, mais je parle vraiment des suiveurs. Parce que venir nous dire, par exemple, ah oui, mais votre super règlement, parce que dès que tu disais que le début de course te plaisait, tu recevais des commentaires disant que, bah oui, mais votre début de course super, mais enfin, les tours suivants étaient très, très peu sympathiques. Moi, je trouve que c'est quand même faire preuve d'une mémoire sélective assez impressionnante quand, sur 75 ans de Formule 1, je peux vous sortir plus de 50% des Grands Prix où on s'ennuie royalement du premier au dernier tour. Okay. Il ne se passe rien. Ouais. Donc, c'est pas Netflix en fait, on n'est pas dans Drive to Survive, il n'y a pas un dépassement par virage, il n'y en a pas 12 par tour, c'est sûr. Et déjà, on en a eu beaucoup plus que les années d'avant, ce qui est en effet agréable pour le spectacle. Mais je suis assez d'accord avec toi, pour moi, les seuls à qui je peux pas en vouloir, c'est les pilotes. C'est-à-dire que aucun d'entre nous n'est pilote de Formule 1. Ça, tout à fait. Un pilote qui dit qu'il apprécie pas ce règlement parce que c'est pas sympa à conduire, parce que c'est pas agréable, parce qu'il a pas l'impression de conduire une Formule 1, déjà, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on peut pas comparer, nous. On n'a pas le ressenti. Vous avez peut-être fait du simu, vous avez peut-être joué F1 25, vous avez aucun point de comparaison. Donc laissez-les parler. Ils donnent leur avis, on les croit sur parole parce que de toute façon, on ne peut pas comparer. Encore une fois, la F1 et le foot, par exemple, c'est très différent pour ça. Le foot, vous prenez un ballon, vous pouvez essayer de vous prendre pour Messi. Vous ne prendrez pas pour Verstappen au volant de votre polo, par exemple. Donc il faut comprendre ça, laisser des pilotes parler de ça. Et nous, je suis complètement d'accord avec toi. J'étais agacé par cette vague sur les réseaux sociaux et qui, pour moi, est de toute façon cette espèce d'effet boule de neige, d'effet de groupe où il y en a un qui critique pour faire un peu le puriste. Et du coup, tous les autres vont faire les puristes derrière. C'était mieux avant parce que les moteurs étaient comme s'il n'y avait pas autant d'électricité. Oui, peut-être. En l'occurrence, peut-être. Tu l'as dit, Mathieu, le règlement n'est pas parfait. Si on parle de règlement technique en tant que tel, il n'est pas parfait. Ce qui est important, c'est pas le règlement technique. Ça aussi, nous, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le rendu. C'est à quoi ressemble la Formule 1. Est-ce que les courses sont sympas? Est-ce que les pilotes peuvent se battre? Aujourd'hui, on a des voitures plus petites, des pneus plus petits, des voitures qui sont peut-être moins performantes, qui sont peut-être plus électriques, mais en attendant, elles se battent. Moi, ce qui m'inquiète, Cyprien, c'est que, rappelez-vous, règlement 2011, Pirelli arrive en Formule 1. Donc le règlement était déjà le même. On sort de 2010, qui était une saison qui est retenue pour une bataille pour le titre exceptionnel, mais qui était une saison, je peux vous l'assurer, à regarder tous les Grands Prix, c'était d'un ennui mortel. Je rappelle qu'en 2010, Fernando Alonso n'est pas capable de dépasser une Renault au Grand Prix d'Abu Dhabi, simplement parce qu'on ne peut pas se dépasser avec ses voitures. 2011, Pirelli arrive avec des pneus qui ne font pas une très bonne pub à un manufacturier, certes, mais qui donnaient des stratégies différentes, des différences de performance entre les voitures, des dépassements, une course qui était vraiment active, organique, qui était sympa à suivre. 2012, pareil. Les fans de Formule 1, oh oui, mais c'est pas du sport auto, les pilotes ne devraient pas avoir à gérer leur gomme, machin et tout. Pierre, il dit, ok, pas de souci, on fait des pneus plus durs. On s'est ennuyé toute la fin de saison 2013 parce que Red Bull avait mieux compris le truc. Le règlement 2014, 15, 16, il y avait plein de choses qui étaient mauvaises, mais on disait, ah, mais les voitures vont moins vite, ah, c'est moins bien, machin. Ok, 2017, on fait des voitures qui vont super vite. Est-ce que c'est ça pas s'est l'histoire du dépassé. truc Non, de mais finalement toujours repousser le changement en disant ça nous convient pas, etc. Non, mais c'est très énervant. Et du coup, de 2017 à 2019-20, on n'a pas un dépassement en course. Alors oui, les voitures font les records du tour, ça passe à fond à Pouhon, super, mais moi, pendant un Grand Prix qui passe Pouhon à fond, à Spa-Francorchamps, je m'en fiche. Je veux qu'ils puissent se battre. Et donc là, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on ait justement cette vague encore qui dit oui, mais c'est pas de la Formule 1 parce que là, Leclerc, il le dépasse parce qu'il a plus d'énergie. Je suis là, oui, mais je m'en fiche, c'est sympa. Il y a un jeu d'échecs qui se développe entre les deux. Il y a quelque chose. Ça peut être très bien. Ça se trouve, il y a des Grands Prix où ce sera une bagarre à 5, 6, 7 pendant toute la course parce que personne n'aura la capacité de s'échapper. Et quand on va se retrouver devant des Grands Prix comme ça où on ne saura pas à 2 tours de la fin qui va gagner, on aura toute une horde de gens qui vont dire oui, mais enfin d'accord, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur qui gagne? Mais c'est le meilleur avec ce règlement, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, par exemple, la W11 de Mercedes de 2020,
certainement la meilleure Formule 1 en termes de performance de l'histoire. Exceptionnel au moins de Lewis Hamilton, mais enfin la saison 2020, est-ce qu'on se souvient des performances de Lewis Hamilton? Bon bah non, parce qu'il gagnait les courses, il s'envolait, les Mercedes étaient un ton devant tout le monde. Et de quoi on se souvient en 2020? Bon, certes parce qu'on est français, mais la victoire de Pierre Gasly. On se souvient de la pole de Stroll en Turquie, on se souvient de ce genre de choses-là. Et en fait, c'est ça qu'on aime dans la Formule 1. C'est-à-dire que, certes, il y a la performance de la voiture qui rend ça impressionnant, qui fait que c'est les voitures les plus performantes, les plus rapides du monde. Mais ce qu'on aime avant tout, c'est les batailles, c'est les surprises. Et les surprises, elles sont permises quand tu as une hiérarchie qui est plus serrée aussi. L'an dernier, vous n'auriez jamais eu les podiums de Carlos Sainz, ce genre de choses, sans le podium d'Adjar, sans une hiérarchie très serrée. Donc je pense qu'il faut des fois arrêter de tout critiquer et surtout sortir, mais ça vaut pour tous les domaines, je trouve, du « c'était mieux avant ». C'était pas mieux avant, c'était différent. Je voulais juste me permettre de rebondir très rapidement sur le ressenti des pilotes dont tu me parlais. J'ai eu la chance il y a quelques semaines de parler avec Luke Browning, qui est donc réserviste chez Williams, et qui disait le premier, donc lui il n'a jamais été pilote de F1 proprement dit, mais il a déjà piloté notamment dans des TPC, il est pilote de réserve. En essai libre aussi. Donc, alors en essai libre, il la connaît, la nouvelle réglementation, puisqu'il a participé à la développer. Il dit, mais moi en tant que pilote de F2, enfin Super Formula cette année, qui rêve de la F1, je me fous de savoir quelle réglementation c'est, quel ressenti. Ça reste la F1. Je veux faire de la F1, point final. Et oui, et puis et voilà, c'est ce genre de choses. Et pour terminer sur le côté où tu dis effectivement c'était mieux avant, non, c'était pas mieux avant. Et surtout, on a vu pas mal de commentaires de gens disant les 107%, ça faisait 30 ans qu'on n'avait plus entendu parler. HRT s'est fait sucrer 2 ans de suite à cause des 107% en 2011-2012, donc déjà, c'est pas si vieux. Et ensuite, je tiens à rappeler que par exemple, on a dû les écarts en qualif, voilà des choses qu'on n'a plus depuis 40 ans. 2019, vous prenez la grille du Grand Prix d'Australie 2019, je peux vous garantir, les écarts, vous pouvez quasiment les copier-coller entre chaque voiture. C'est quasiment exactement la même chose. On a 3 secondes entre le premier et le dernier, le top 6 qui est loin devant, et puis des 7, 8, 10... Enfin, c'est quasiment la même chose qu'en 2019. Donc, on n'est pas là pour dire tout est formidable, il y a plein de choses, mais c'était pas forcément mieux avant. Et maintenant que je suis bien à fond là... Agacé. Je suis agacé, je suis un homme en colère. Nous allons passer au résultat du week-end tout de même, mesdames, messieurs. Il y avait donc ce week-end de la F2 et de la F3 du côté de Melbourne, mon cher Mathieu, des horaires excessivement matinaux. Oui, ou excessivement tardif. Chacun 23h la course de F3 samedi. Voilà. Donc, Pour tout vous dire, si vous allez sur autohebdo.fr, vous pouvez trouver samedi soir le résumé de la course d'IndyCar vers 23h35 et le résumé de la course de F3 vers 23h40. Voilà. Nous étions sur le même fuseau horaire, mais pas le même jour. Nous étions pas le même jour, mais c'était formidable. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh bien écoute, il s'est passé des choses très intéressantes et notamment en F2. On s'était laissé sur une saison de F2 qui était très plate, franchement, en 2025 pour tout dire. Vrai. Et cette année, écoute, on a eu un premier week-end franchement très sympa. Pole position d'abord de Dino Beganovic qui a changé d'équipe, qui est chez Dams maintenant, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est les courses. En sprint, on a, comme en 2025, une victoire de Josh Dursen, qui avait déjà gagné la première course de 2025, qui gagne la première course de 2026. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est la principale, puisqu'en course principale, c'est Nicolas Tsolov qui l'a emporté devant Raphaël Camara et Lorenz Van Oppen. Alors, 2 choses en une. D'abord, victoire de Tsolov qui découvre la Formule 2, il avait fait 2 piges, mais ça y est, il est vraiment titulaire cette fois-ci. Il gagne. C'est deux rookies qui se sont battus pour le titre de F3, qui sont premier et deuxième en F2 à l'issue de ce week-end. À noter que Lorenz Van Oppen, il pilote pour Trident qui est de loin la pire équipe du midfield, si on peut dire, justement de cette grille de F2. Ils avaient fini avec 2 points au total en 2025. Ils en marquent déjà 18, donc grâce à Van Oppen ce week-end. Donc c'est ça la performance, je dirais, du week-end. Mais en tout cas, voilà, Tsolov devant. À noter quand même Dune et justement son coéquipier Stenson qui se télescope en course principale comme il faut. Alex Dune, énorme erreur de jugement. Oui. Ce que j'allais dire, la manière dont tu le décrivais jusque-là donnait l'impression d'un accrochage à 50-50. Non. C'est pas une erreur pour moi, c'est un accrochage volontaire. C'est ce que j'allais dire. Honnêtement, Alex Dune, pour ceux qui suivent un petit peu la F2, ils le connaissent, coutumier du fait, notamment avec Victor Martins l'année dernière. Donc à suivre, mais en l'occurrence, Rodin qui a la même performance, si on peut dire, que les top teams. Pour moi, ça pourrait jouer entre Campos, Invicta et Rodin. Bon, Rodin, évidemment, ils n'ont pas fini, donc forcément, ils sont pas bien classés. Et puis en F3, écoute, ça a été, j'allais dire, assez similaire. Ça a été un petit peu moins enlevé qu'en Formule 2. On a eu d'abord la première bonne nouvelle du week-end, c'était la pole position de Théophile Naël, qui justement, on a reçu ici même en décembre. Vous avez depuis janvier justement l'émission avec Théophile qui nous dit justement viser le titre. Donc c'était un très bon début, très bon tour qu'il a fait à la dernière seconde de la qualif en F3. En sprint, victoire justement de Bruno Delpino avec Van Amersfoort Racing devant Enzo Dellini. On va en reparler un petit peu, notre Français qui justement découvrait la catégorie ce week-end. Et puis en course principale, on a eu beaucoup moins de surprises puisqu'on a eu victoire d'Hugo
Hugo Choukou devant Freddy Slater, donc les deux favoris de la catégorie. Je tiens quand même à signaler que Théophile Nel partait en pole, donc si vous avez bien suivi les dernières secondes. Malheureusement, il a été pénalisé de 5 secondes pour prétendument, et je préfère le rappeler, un faux départ justement à l'extinction des feux. Faux départ qu'on a toujours pas vu. Sincèrement, j'ai revu le ralenti plusieurs fois, je ne comprends pas où est le faux départ, si je suis parfaitement honnête. Malheureusement, une voiture de sécurité est déployée juste avant l'arrivée, ce qui fait que tout le peloton se resserre et donc il perd 10 places. Et donc il se retrouve 12e alors qu'il aurait pu s'en sortir dans le peloton. Et oui, puisque pas de pit stop en F3, donc on peut pas faire la pénalité au stand. Donc malheureusement, Théophile Nel qui ne marque que les 2 points de sa pole position, alors qu'il avait fait un week-end jusque-là top. Donc il aurait certainement fini sur le podium. À noter donc Enzo Dellini justement, qui vivait, comme je le disais, son premier week-end de F3 avec VAR. On rappelle qu'il avait signé avec Prema, il a changé d'équipe, il a fait une préparation express avec sa nouvelle équipe justement à Barcelone. Il est 5e du championnat pilote à l'issue de ce premier week-end, donc c'est assez formidable. Et justement, je me suis entretenu avec lui, donc justement, dans un premier temps, il m'a parlé de sa qualification. Il se qualifie donc 11e sur cette grille de départ. L'objectif, c'était de faire top 12 pour être dans la grille inversée pour la première. Donc c'était objective done, mais j'aurais quand même pu faire beaucoup mieux parce que c'était que 1/10 à P5. Et dans mon tour, en fait, la deuxième partie du tour, je surchauffe les arrières et je perds genre 3/10 à Bruno. Du coup, on finit avec le même temps avec Bruno, mais au milieu de la piste, j'étais 3/10 plus vite à un moment. Donc, juste si je égalisais Bruno sur la deuxième partie de la piste, j'aurais pu faire, je pense, ouais, peut-être pas pole, mais très très bien. L'événement le plus important justement de son week-end, c'est le sprint, puisqu'en sprint justement il termine 2e, donc il a failli gagner. Malheureusement, le sprint il fait que 7 tours. Il y a un drapeau rouge qui est déployé, puisque à l'image de la F2, les 2 Prémas sont télescopés cette fois-ci. Donc malheureusement, voilà, on n'a pas eu une course complète, mais en tout cas il fait P2 en sprint. Il nous en parle. Il aurait certainement pu viser la victoire s'il n'y avait pas eu un problème de DRS dans cette course. Le principal problème, c'est qu'il n'y avait pas de DRS. Donc, j'étais facilement dans sa zone de DRS de Bruno. Et il y a tellement d'avantages ici avec le DRS que j'étais très confiant que j'allais le doubler. Après, comme mon ingénieur il m'a dit le DRS est cassé pour tout le monde, donc j'ai juste fait un gap parce que je savais que c'était pas possible sans le DRS. Mais ouais, ça a que bénéficié Bruno, quoi, parce que c'était le seul ça changeait rien pour lui. Mais pour moi, ça aurait été le truc, ça change le plus pour moi parce que le gars devant, c'est le seul gars pour moi qui a pas le DRS et ça aurait fait un gros avantage, quoi. Bon, donc le bilan, donc je disais pour Dellini, il est très bon parce que ça fait 12 points, donc effectivement pour le pilote français, c'est un très bon début, d'autant que justement il vise, lui, évidemment, pas d'être champion pour sa première saison, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous explique. Il vise à peu près le top 10 du championnat. Il est plutôt très bien parti si tous les week-ends ressemblent à ça. Un week-end de F3, en average, c'est bien, quoi. Et ce week-end, on fait 12 points, même avec la moitié des points retirés hier. Donc, pour être top 10 du championnat, c'est autour de 70 points. Donc, c'est bien de commencer comme ça. Et on va essayer de faire des week-ends encore mieux. On joue les podiums dans les feature races. Il va y avoir des courses où on va struggle un peu plus, mais on est bien parti pour ça. Bon, par contre, il garde évidemment les pieds sur terre, puisque malgré tout, même si l'événement du week-end, c'est que Van Amersfoort Racing est paradoxalement premier du championnat par équipe, ça on pouvait pas s'y attendre. On pouvait imaginer Campos, on pouvait imaginer d'autres équipes, mais en l'occurrence, VAR qui est premier avec 20 points. Néanmoins, comme je dis, il ne change pas ses objectifs et il nous le dit très bien, il considère évidemment qu'il va rester appliqué et qu'il vise surtout les podiums quand l'opportunité se présente. Pour sûr, c'est un bon week-end, mais les objectifs vont pas changer. Je vais pas me dire seulement, ok, je peux être champion. Déjà, si top 10, ce serait très bien pour ma première année. Il y a beaucoup de gars qui sont pas fait bien, les Taponen, les Stromsten, Naël, ils ont pas marqué de points encore, donc ça va être compliqué, mais c'est bien qu'on a bien commencé. On est au moins devant tous les autres rookies du mid-pack, comme je sais pas, les Cléro, les Depalo, et RT, ils ont bien fait aussi, mais sinon c'est bien et je vais essayer de juste maximiser chaque course, mais pour sûr, c'est bien pour le moral de l'équipe. Les ingénieurs, ils étaient très contents avec moi et Bruno. Et ouais, c'était bien et je pense ils vont bien enjoy ce soir. Merci beaucoup à Enzo Dellini, merci Mathieu pour ce point très complet sur les formules de promotion. Il y avait de l'IndyCar ce week-end. Alors là, écoutez, déjà que la semaine dernière, on n'en revenait pas parce qu'il y avait de l'IndyCar pour la première fois en 6 mois. Là, en plus, 2 en 2 semaines. C'est merveilleux.
Il y a une 3e course cette semaine, donc là autant vous dire que c'est Byzance, hein, largement. La victoire de Joseph Newgarden sur l'ovale de Phoenix. Joseph Newgarden qui a bien joué un coup stratégique en fin d'épreuve. Il est rentré au stand de mettre 4 pneus alors que d'autres étaient restés en piste, et ça lui a donc permis de remonter un petit peu sur le peloton. Newgarden qui s'impose avec Penske. L'une des grosses infos, c'est déjà la pole position de David Malukas pour sa première qualif sur ovale avec Penske, c'est sa première pole en carrière. C'est aussi surtout l'abandon malheureusement d'Alex Palou, qui s'est accroché avec Rinus VeeKay dès les premiers tours de course. Alex Palou qui était leader du championnat depuis juin 2024, 622 jours consécutifs, et qui du coup maintenant est 5e du championnat après cette... Aïe. Oh, c'est comme Verstappen tout à l'heure. Voilà, finito Alex Palou. Pour la petite anecdote d'ailleurs, vous pouvez retrouver le portrait de Rinus VeeKay dans le magazine de cette semaine. Portrait qui a été fait avant la course, hein, rassurez-vous, on s'est pas dit tiens, il y a eu un accrochage avec Alex Palou, on va faire un portrait sur lui. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Fais un portrait de Romain Grosjean du coup là, cette semaine. Alors Romain Grosjean justement, malheureusement, là on peut pas dire que ça se soit bien passé, lui qui avait terminé 8e de la première manche de la saison à Saint-Pétersbourg, et là on peut même pas dire que ça se soit passé, malheureusement, puisque Romain Grosjean il nous a expliqué avoir souffert de problèmes d'embrayage, et donc il n'a tout simplement pas pu prendre le départ avec sa Dallara Honda du Delcon Racing. Donc on va voir maintenant ce qu'il pourra faire à Arlington au Texas, un tout nouveau circuit qu'il découvrira comme le reste du peloton. Donc on verra ce que ça donnera ce week-end, mais c'était dommage pour Romain Grosjean. Le Phoenix n'aura pas pu rouler à Phoenix, donc ça c'est quand même bien dommage. Mais c'était une course qui se déroule le même week-end que la NASCAR, et ça aurait permis d'avoir pas mal de fans dans les tribunes, ce qui est déjà un bon point. Et en NASCAR, eh bien, Michael Jordan n'a pas gagné. Je suis désolé de vous l'apprendre. Pas de forfeit pour Michael Jordan. C'est Ryan Blaney qui s'est imposé pour le team Penske, qui remporte donc les 2 courses principales du week-end avec la course d'IndyCar la veille. Ryan Blaney qui lui aussi a utilisé un petit peu la stratégie en mettant 2 pneus sur le dernier arrêt. Il s'est retrouvé devant Christopher Bell qui avait dominé la course. Bell termine 2e, il n'a pas pu aller chercher le vainqueur. Voilà pour ce premier rendez-vous post-Grand Prix de F1 pour l'émission Auto Hebdo cette année. C'était dense. Et rassurez-vous, on remet ça la semaine prochaine, puisque ce week-end, c'est le Grand Prix de Chine. 2e manche du championnat du monde de Formule 1. On aura également le WRC au Kenya ce week-end. On aura l'IndyCar, on aura bref encore plein de belles choses, et les débuts de la F1 Academy. F1 Academy, voilà. Aussi, avec notamment Lisa Billard. Tout à fait. Et Jade Jacquet, nos 2 Françaises qui seront présentes donc pour cette saison 2026. Allez, on vous invite à regarder l'émission entre Lisa et Dorian qui nous parle justement de cette pré-saison de F1 Academy. C'est gratuit. Bien sûr, voilà, c'est gratuit, mais c'est bien, c'est tout aussi gratuit sur notre chaîne YouTube. Ne vous en faites pas, voilà, vous pouvez profiter. Moi, je me dis toujours ça. Regarde l'émission le lundi soir. Il faut s'occuper jusqu'au dimanche et au Grand Prix et tout ça, et au week-end qui vient. Grâce à nos émissions. En plus, on peut peut-être le dire à nos auditeurs, on a une petite surprise qui arrive sur la chaîne mercredi pour bien préparer le rallye du Kenya. Moi, je veux savoir si vous êtes des vrais suiveurs de l'émission, dites-le nous en commentaire là tout de suite. Vous avez certainement remarqué qu'il y a une signature de plus sur notre casque blanc qui ne fait que grandir en signature. Eh bien, cette signature, c'est celle d'Adrien Fourmeau, le pilote Hyundai en WRC que l'on retrouvera dans l'émission Auto Hebdo. Mercredi, il est venu pour 1 heure d'entretien où il nous a parlé évidemment de saison 2026, de ses débuts, bref, de plein de choses très intéressantes, et aussi ce qu'il voit comment le WRC devrait évoluer. Donc je vous conseille largement de regarder l'émission Auto Hebdo, l'entretien, le hors-série donc de cette émission que vous commencez à avoir l'habitude. 2e pilote de rallye avec nous, c'était donc Adrien Fourmeau. Vous verrez ça mercredi. Merci Cyprien, merci Mathieu. Merci à toi. Merci Michael. Et à la semaine prochaine tout le monde, ciao.